Après 10 ans d'attente, on a enfin notre grand chemin pour se rendre des Bois-Francs. Ah, il était temps, oui. Mais je pense à ça. Quoi, ma Constance? Si on a le rang entre deux bras, Le rang entre les deux bras, oui. oui, puis qui passe à 3000 la montagne, Oui. c'est quelle ville qui est arrivée en premier? Victoriaville ou Arthabasca? Arthabasca. Victoriaville? T'as raison, c'est Arthabasca. Victoriaville. Ben là, je ne sais plus. Hein? Nous allons aujourd'hui parler de la pire chicane de clocher qui se soit jamais produite entre Victoriaville et Arthabasca. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que cette chicane-là s'est produite avant même que Victoriaville et Arthabasca existent, que ce soit comme ville, comme village ou même comme paroisse. Pour comprendre l'affaire, on retourne vers 1840, au tout début de la colonisation du canton d'Arthabasca. À cette époque, on reconnaît 3 îlots de peuplement. Le premier, qu'on appelait le bras nord, était situé le long de la rivière Bulstrode, à proximité du réservoir Baudet. Le deuxième, qu'on appelait le bras sud, était situé le long de la rivière Nicolet, là où passe aujourd'hui le boulevard Jutras-Ouest, à proximité de la rue Cartier. Le troisième, qui était situé entre le bras nord et le bras sud, et pour cette raison qu'on appelait le rang entre les deux bras, était situé là où passe aujourd'hui la rue Notre-Dame-Est, entre le boulevard Bois-Franc et le Randneau. Au début de la colonisation, les gens avaient pris l'habitude de se rassembler dans le bras nord, chez un habitant qui avait nom Valère-Lavigne. C'est là que le missionnaire de passage venait 3 ou 4 fois par année chanter la messe. C'est là qu'il venait baptiser les nouveau-nés ou même bénir la fosse d'un défunt qu'on avait enterré dans un petit cimetière à proximité de la maison de Valère-Lavigne. Mais on est maintenant en 1843 et le canton d'Arthabasca compte déjà plus de 300 habitants. On s'entend que la maison de Valère-Lavigne, c'est beaucoup trop petit pour les besoins du culte. On va tenir une petite assemblée citoyenne et on va s'entendre sur la nécessité de construire une chapelle. Et on va s'entendre aussi sur le fait que cette chapelle-là serait préférable de la construire dans le rang entre les deux bras parce que c'est plus central, parce que c'est plus commode. Et c'est l'abbé Clovis Gagnon, qui est le missionnaire de service, qui va faire pression sur les autorités religieuses qui vont effectivement consentir à ce que soit construite une chapelle et aménager un cimetière sur un terrain qui serait situé aujourd'hui tout juste en face du cégep. Les gens du rang entre les deux bras sont très fiers. Ils ont maintenant leur chapelle, leur cimetière, ce qui veut dire que le rang est appelé à devenir un lieu de rassemblement très important. Ils commencent à rêver paroisse, ils commencent à rêver village. Ils peuvent bien rêver, ils savent pas ce qui leur pend au bout du nez. Fait que c'est Victoriaville. Non, c'est Arthabasca qui est arrivé en premier. Je suis sûre d'avoir raison. On sait bien, t'as tout le temps raison. On peut pas rester choqué bien longtemps avec toi. Mais Victoriaville par Arthabasca, c'est des chicanes qui durent depuis un bout. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a sûrement des colons qui ont fini par s'installer à Arthabasca. D'après toi. Nous voilà donc le 29 septembre 1843, jour de la Saint-Michel. Et c'est cette journée-là que l'abbé Clovis Gagnon, le missionnaire de service, va venir célébrer en grande pompe la toute première messe dans la nouvelle chapelle du rang entre les deux bras. Les gens de la place sont rayonnants. Ils ont raison, le bon Dieu est de leur bord. Mais coup sur coup, il y a 2 événements qui vont venir les ébranler dans leur confiance. Le premier, c'est qu'ils apprennent la construction du grand chemin d'Arthabasca. Le chemin d'Arthabasca, il part d'Inverness, il se rend au village de Saint-Norbert, mais il passe ensuite au pied de la montagne pour filer vers Warwick. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le chemin Laurier et aussi la rue Laurier dans le secteur Arthabasca. Vous aurez remarqué comme moi que le grand chemin d'Arthabasca, il ne touche pas au rang entre les deux bras qui en fait est 3 kilomètres plus au nord.
Pour les gens durant entre les deux bras, c'est vraiment toute une déception que le grand chemin ne les atteigne pas. C'est là qu'on voit arriver une quinzaine de nouveaux squatteurs qui vont venir cultiver et défricher les terres le long du chemin d'Arthabasca. Il y a même quelqu'un qui va venir installer un moulin assis sur le bord de la rivière Nicolet, juste là, au pied de la montagne. Il y a donc un nouveau peuplement, un embryon de village qui est en train de se former, qui pourrait être terriblement dérangeant pour le peuplement durant entre les deux bras. Il y a une quatrième zone de peuplement qui se situe sur ce qu'on appelle le sud de la rivière, le bras sud de la rivière Nicolet. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle le territoire du secteur Arthabasca. Au pied de la montagne, les colons se sont installés, les squatteurs, là, les gens qui se sont installés sans droit de propriété, là, se sont installés autour de la rivière, entre ce qui est aujourd'hui là, à peu près la 116 et le pied de la montagne. Donc, les colons se répartissent là, de part et d'autre de la rivière. Et jusqu'au moment où on annonce en 1845 la construction du chemin provincial. Ce chemin-là, en fait, c'est un segment là, qui va permettre de relier Québec à Richmond et en passant par ce qui est aujourd'hui la rue Laurier. Donc, le chemin provincial, c'est aujourd'hui la rue Laurier Est et Ouest. Et donc, à partir de cette annonce-là, les gens ont commencé à faire des achats en bordure de la route. C'était soit des investisseurs immobiliers ou des gens qui voyaient un intérêt à venir s'installer au pied de la montagne. Donc, on a eu toute une division de l'eau qui a changé complètement l'organisation du territoire, de s'installer sur le territoire. On s'est installé plutôt que d'être simplement en bordure de la rivière. On s'est installé en bordure de la route avec des plus petits lots. Et donc, on a des constructions qui encore sont là aujourd'hui, là, des premières installations en bordure de Laurier, qui était le chemin provincial à l'époque. Et ces constructions-là, c'était des petites maisons, là, toit deux versants, petit gabarit, très près de la rue. Et on en a une, entre autres, là, au 17 Laurier-Est, là, qui fait partie de ces premières installations-là. Et aussi, du côté de Laurier-Ouest, on a le 51 Laurier-Ouest, là, qui est une petite maison des premières constructions là, de cette période-là. Donc, quand on regarde l'ensemble de la rue Laurier aujourd'hui, on a des villas, là, mais ça date vraiment pas des débuts de la construction. C'est vraiment arrivé plus tard, là, dans les années 1876 et plus. Là. Mais les petites maisons, au départ, étaient vraiment très, très près de la rue. Donc, si vous roulez ou si vous marchez sur Laurier aujourd'hui, vous allez pouvoir remarquer très rapidement lesquelles sont les maisons les plus anciennes. Elles sont collées sur le trottoir. Toutes les autres qui sont plus en retrait ont été construites dans une autre époque, si vous voulez, là, dans un deuxième temps. L'autre grande nouvelle, c'est qu'on apprend que l'abbé Clovis Gagnon va être remplacé comme missionnaire par l'abbé Moïse Duguay. Clovis Gagnon, tout le monde l'aimait. On disait de lui que c'était le plus grand marcheur que le canton ait jamais porté. On le voyait aller beau temps, mauvais temps, à pied, à cheval, en raquette, pour aller baptiser un nouveau-né, pour aller porter l'extrême-onction à un mourant. Il n'y a jamais rien qui l'arrêtait. Lui, on l'aimait. Moïse Duguay, ça va être une autre paire de manches. Moïse Duguay, on le sait, il réside à Saint-Norbert d'Arthabasca. Il vient dire la messe une fois par mois dans le rang entre les deux bras. Mais surtout, on va vite s'apercevoir que c'est par lui que vont arriver la division et le trouble dans le canton d'Arthabasca. Le trouble, il va se montrer le bout du nez en 1849. Cette année-là, tout le monde se met d'accord pour dire que la chapelle du rang entre les deux bras, qui est là depuis 6 ans, est devenue beaucoup trop petite pour accommoder tous les habitants du canton. Il faut prendre une décision, soit l'agrandir, soit en construire une nouvelle, mais peut-être ailleurs. Et c'est là qu'on va tenir un genre de petite assemblée citoyenne où la division va s'installer. D'un côté, il y a évidemment les gens du rang entre les deux bras qui tiennent mordicus à ce que la nouvelle chapelle soit construite au même endroit. Mais il y a aussi les gens du
du site au pied de la montagne qui vont dire que c'est beaucoup plus logique d'aller construire une nouvelle chapelle le long du grand chemin d'Arthabasca, 3 kilomètres plus au sud. Et c'est là que l'abbé Moïse Duguay va prendre fait et cause pour les gens du site au pied de la montagne. On comprend que pour les gens durant entre les deux bras, c'est comme un coup de poignard dans le dos. Mais ils vont quand même pas construire la chapelle au pied de la montagne. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait tout un affront pour les colons durant entre les deux bras. Tout un affront, c'est sûr. C'est assez pour que les deux bras, ils les entendent. T'es drôle quand tu veux. Mais finalement, c'est qui va décider où ils vont la construire, la chapelle? D'après toi? Oh! Monseigneur l'évêque! Construire ou non une nouvelle chapelle, déterminer l'endroit où ça doit être fait, c'est une décision qui appartient à une et une seule personne, l'archevêque de Québec, Monseigneur Joseph Signé. Les gens d'Arthabasca vont donc lui adresser une demande en bonne et due forme dans le but d'obtenir l'autorisation de construire une chapelle, une sacristie et un presbytère à l'endroit qu'il jugera bon. Monseigneur Signé va rapidement obtempérer et il va mandater le curé de Stanford, l'abbé Antoine Racine, pour venir rencontrer les gens du canton d'Arthabasca, écouter leurs doléances et lui déposer un rapport lui recommandant le meilleur endroit où construire une chapelle. L'abbé Racine va rapidement venir rencontrer les gens d'Arthabasca. Il va écouter les uns, il va écouter les autres et il va déposer son rapport. Et ce rapport-là est sans équivoque. L'abbé Racine recommande à Monseigneur Signé d'autoriser la construction d'une chapelle, d'un presbytère et l'aménagement d'un cimetière sur le site au pied de la montagne. On comprend que pour les gens durant les deux bras, cette nouvelle-là va avoir absolument l'effet d'une bombe. Les gens durant entre les deux bras, ils vont pas rester sans réagir. Ils vont, eux aussi, écrire une lettre à Monseigneur Signé dans laquelle ils vont faire part de leur mécontentement. Ils vont dénoncer la conduite de l'abbé Moïse Duguay qui, en quelque sorte, les a un peu trahis. Ils vont plaider en faveur du maintien de la mission à l'endroit où elle se trouvait, donc pour le maintien de la chapelle dans le rang entre les deux bras. En fait, cette lettre-là qu'ils adressent à Monseigneur Signé, on peut dire que c'est une véritable supplique. À l'illustrissime et révérendissime Joseph Signé, archevêque de Québec. L'humble demande que nous faisons à votre grandeur de laisser notre chapelle où elle est maintenant, et nous, respectueux pétitionnaires, ne lasserons de prier pour votre grandeur. Mais rien n'y fait. 2 semaines plus tard, Monseigneur Signé décrète la construction d'une chapelle, d'un presbytère et l'aménagement d'un cimetière sur le site au pied de la montagne. Il va même déterminer les dimensions de la chapelle. Elle devra avoir 100 pieds de long, 45 pieds de large et 24 pieds de hauteur. Tout de suite, l'abbé Moïse Duguay décide de prendre les choses en main et d'appliquer la décision de Monseigneur Signé. Il veut accélérer à tout prix le transfert de la mission du site entre les deux bras au site au pied de la montagne. On va donc tenir une espèce de petite assemblée des gens au pied de la montagne et là, on va convenir qu'il serait préférable de construire le presbytère avant de construire la chapelle. Ça va aller plus vite. Mais ça ne va pas encore assez vite au goût de l'abbé Duguay. Et c'est ainsi que le 1er juillet 1849, il va décider de chanter la toute première messe au pied de la montagne dans la maison d'un habitant. Les gens du site entre les deux bras sont complètement scandalisés par la conduite de l'abbé Duguay. Ils vont pas rester sans réagir. Voyons donc, les colons n'ont pas dû avaler ça. Ils l'ont avalé de travers certains. Ouais, ils ont dû rouspéter pas à peu près. Ah, pour rouspéter, ils ont rouspété. Ça a fait des chicanes de clocher, ça. Comme tu dis. Dans le rang entre les deux bras, on est profondément ulcéré par les agissements de l'abbé Duguay. On va demander à Monseigneur Signé qu'une enquête soit menée sur sa conduite. Que la conduite arbitraire du révérend Moïse Duguay a causé et cause formellement dans cette mission des troubles sérieux. Manifestement, on se sent trahi plus que jamais par l'abbé Moïse Duguay. Ce qu'on demande maintenant, c'est rien de moins que son remplacement.
On fait même savoir à Monseigneur Signé que s'il daignait les exaucer, justice serait rendue et que l'on verrait renaître la paix et la lumière dont nous avons si besoin, et vos suppliants ne cesseront de prier. mais Monseigneur Signé va rester insensible aux demandes des habitants du rang entre les deux bras. Non seulement il va approuver la conduite de l'abbé Duguay, mais il va même aller jusqu'à lui écrire pour lui demander d'accélérer le transfert de la mission du site entre les deux bras jusqu'au nouveau site au pied de la montagne. Vous aurez soin d'y faire transporter tous les ornements, vases sacrés, linges et autres articles nécessaires au culte qui se trouvent dans la chapelle actuelle. J'espère que vous n'aurez pas grand obstacle à régler cette petite difficulté. Les gens du rang entre les deux bras refusent de lancer la serviette. Ils vont écrire une nouvelle supplique à Monseigneur Signé dans laquelle ils vont à nouveau dénoncer la conduite de l'abbé Duguay. Depuis le temps de Pâques, notre curé nous a entièrement abandonnés et beaucoup de personnes sont incapables d'approcher les sacrements. On plaide en faveur du maintien de la mission et de la chapelle à l'endroit où tout ça était déjà installé, c'est-à-dire dans le site entre les deux bras. En même temps, on fait bien attention de faire preuve de soumission et d'obéissance. Nous nous prosternons aux pieds de votre grandeur pour la supplier de permettre que notre mission soit continuée dans notre chapelle. En attendant ce plaisir, nous nous soumettons à vous et nous ne cesserons de prier pour votre grandeur. Cette supplique va demeurer sans réponse. Et au mois de septembre 1849, les ornements vont être définitivement transférés de la chapelle entre les deux bras jusqu'au nouveau site au pied de la montagne. En même temps, on apprend une nouvelle étonnante. C'est que l'abbé Moïse Duguay vient de rédiger rien de moins que sa lettre de démission. Ce n'est pas par dégoût, comme on a semblé vous le faire voir, mais bien parce qu'on pense qu'un autre pourra faire plus de bien. L'archevêque de Québec a sans doute jugé préférable d'éloigner pour de bon l'abbé Moïse Duguay du canton d'Arthabasca. Il le fait nommer dans la paroisse de Sainte-Flavie, à l'est de Rimouski. C'est l'abbé Paul de Villers qui va remplacer Moïse Duguay comme missionnaire de service. Comme lui, il va résider à Saint-Norbert d'Arthabasca et il va venir chanter la messe une fois toutes les 5 à 6 semaines sur le site au pied de la montagne. En mars 1850, les habitants du rang entre les deux bras vont écrire une dernière supplique à Monseigneur Signé. On fait encore valoir les avantages de leur site. C'est plus commode, c'est plus pratique, c'est plus central. Et on dénonce une dernière fois la mauvaise conduite de l'abbé Moïse Duguay. Une liste de 107 signatures de fidèles, se prosternant à vos pieds pour vous demander justice et que notre mission soit reprise et continuée dans notre première chapelle. Monseigneur Signé ne se donnera même pas la peine de répondre. Cette fois, on peut dire que dans le canton d'Arthabasca, le bon Dieu a vraiment tourné le dos aux habitants du rang entre les deux bras et qui a décidé d'aller faire son nid de façon définitive au pied de la montagne. Pour les gens du rang entre les deux bras, tout espoir est maintenant perdu. Eux qui rêvaient village, eux qui rêvaient paroisse, bien tout ça s'est envolé en fumée. Mais ils vont offrir une dernière résistance. Ils vont refuser d'aller faire leur dévotion sur le site au pied de la montagne. Ils vont plutôt demander à l'abbé Paul de Villers de les recevoir à la chapelle du village de Saint-Norbert. Mais l'abbé Paul de Villers va refuser. Ce que voyant, les habitants du rang entre les deux bras vont décider de refuser de lui payer sa dîme, ce qui est une offense très grave pour l'époque. Puisqu'il ne voulait rien faire pour nous, nous ne lui donnerons rien, et nous ne pourrons lui payer cette année une dîme qu'il n'a pas gagnée. Les gens du rang entre les deux bras, ils ont perdu la bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Le temps va leur permettre de prendre une douce revanche. C'est ce que nous verrons bientôt quand nous parlerons de la venue au monde d'un nouveau village, le village de Victoriaville. Ça veut dire que c'est Arthabasca qui va gagner la bataille. Ouais, celle-là, en tout cas. Comment ça? Hey, j'ai bien l'impression que Victoriaville va prendre sa revanche. Oui, tout. Mais ils se laisseront pas manger à la laine sur le dos, certains. Ils laisseront pas tomber leur rêve d'avoir un village sur leur rang. Ben, ils baisseront pas les bras si facilement. Mais ça va arriver quand? Puis comment? Moi, je te dis, elle finit pas là, cette histoire-là. Mais ça, Ouais. va falloir qu'on s'en reparle. Oh.
Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie, à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On ne sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. On va toujours chercher à comprendre ce qu'on est sans trop savoir ce qu'on était. La mèche courte puis la mémoire tranquille. Il y a toujours le cœur sur la main, peu importe l'orage, peu importe le chemin. Le patois dans le tapis, le joual entre deux chaises. La peur pas très loin dans une chaloupe en train de se tâter de l'audace. Travailleuse, acharnée, cueilleur de rêves puis d'épinettes. La chaise qui berce au coin de la fenêtre trop souvent comme parure. Grand-mère est plus là. Grand-mère est partie. Grand-mère s'endort dans un lit qui est pas le sien. On s'est trompé, mon chum. On s'est tellement trompé. Mais on se retrousse les manches. On se regarde dans le miroir, on se dit tout haut ce qu'on s'est trop dit tout bas. On s'appelle Léo, Joanne, Réal, Mélanie. On s'appelle Susanna, Marc, Diego, Sergueï, Suzy. On regarde du même bord du quai quand le soleil se couche. Les couleurs changent, mais pas les yeux. On est fait de la même trempe, du même patelin universel. C'est pas d'où t'arrives qui compte, c'est d'où tu pars. Pourquoi on se refait pas une beauté, mon chum? En mettant le territoire de l'avant, en faisant la terre notre priorité, puis la candeur au centre de nos intentions. C'est-tu si grave que ça, fucker le chien avec le progrès? Souffler un peu dans le sens du vent? Pourquoi on s'en regarde pas avec nos yeux de forêt puis nos cœurs de fleuve? On va se revoir, mon chum. On va tellement se revoir. Ouvre la porte de la chaîne. On va se faire ça à bonne franquette, dans le rouge de nos veines, dans le multicolore de nos peaux de couleuvre. Ça fait peut-être juste commencer. Ça fait peut-être juste recommencer. On va se revoir, mon chum. C'est comme à rien. C'est comme les étoiles qui partent jamais. Faut juste réapprendre à regarder en haut, à lever la tête une fois de temps en temps. Il y a d'autres histoires à raconter, d'autres roches à soulever, d'autres montagnes à gravir, d'autres beaux mots à se dire. Entends-tu les courir?
Vois-tu le merle bleu de l'Est s'égosiller au loin? Entends-tu les kids s'amuser à nouveau dans le parc? Vois-tu le bébé renard traverser le chemin en pleine nuit? C'est pas une pause qu'on vit, mon chum. C'est juste la vie qui nous donne un sursis. Ramasse les œufs. Fais du pain. Fais du bien. Serrons-nous les bras, mon chum. Ne disons rien. Tout a été dit. Ne disons rien. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. Continuons.